Bonjour encore une fois, c'est David. Nous allons envisager la troisième vidéo de la guerre civile. Euh, on va parler de la quatrième partie proposée, la vie pendant la guerre. C'est-à-dire, on peut se poser la question, problématiser ces sujets avec cette question, comment la vie politique, sociale et économique s'était organisée durant la guerre civile espagnole. Je vais vous expliquer d'abord, je vais répondre à cette question du côté républicain d'abord, et puis on va voir les côtés soulevés. Une phrase qui illustre ou qui résume très bien la sensation de ces années-là ou de cette vie sociale, politique, économique, c'est que les côtés républicains se trouvent entre les efforts de guerre, entre l'effort de guerre et la révolution sociale. La manière dont les milices se sont défendues et ont résisté au coup d'État et ont donc protégé la République a donné un esprit, une allure assez magique et révolutionnaire à ce qui était en fait une guerre entre deux armées. Mais il y a des partisans de la Révolution qui vont toujours essayer de mettre ces points-là comme prioritaires. La Révolution avant de la guerre, parce que la Révolution va nous amener à la victoire de la guerre. Par contre, il y a des autres, dans les côtés républicains, qui pensent autrement. Il faut d'abord gagner la guerre, vaincre le fascisme et l'ennemi, pour après développer et discuter quelle sorte de révolution peut-on faire. Bon, en tout cas, comment c'est la vie dans ces côtés républicains? Qui fait partie la première partie, ici à gauche, vous pouvez voir que ceux qui soutiennent la République, on peut parler des classes populaires, la petite bourgeoisie, petite et moyenne parfois aussi, hein, les employés modestes, les intellectuels, les artistes, ok, donc un peu les couches populaires ou basses ou moyen basses qui soutiennent la République. Et aussi les organisations syndicales, socialistes, communistes et anarchistes qui vont avoir un rôle super important dans la guerre civile. Euh, Ce que je viens de vous dire, c'est que les syndicats, les ouvrières sont parfois, en général, armés par le même gouvernement qui a utilisé ces organisations pour se défendre du coup d'État, étant donné que l'armée elle a été presque dissoute parce que voilà, une partie très importante des généraux se sont mis à côté des soulevés ou se sont soulevés eux-mêmes. Donc la résistance a été mise en place par le peuple, les peuples armés. Okay, une révolution commence normalement avec un peuple armé. Donc vous voyez ici les liens très intéressants entre cette idée et la réalité. C'est pour cela en fait que beaucoup des gens du côté républicain, ou notamment les plus radicaux, les plus révolutionnaires, parmi lesquels les anarchistes ou les communistes libertaires, vont voir dans l'aboutissement de la révolution sociale la seule manière de gagner la guerre. On peut dire que dans ces contextes, le pouvoir de l'État est remplacé, substitué par l'autogestion. L'armée républicaine, elle n'existe plus, il faut la réorganiser et d'abord on a utilisé les milices pour se défendre du coup d'État. Euh, Ces milices ont un fort caractère révolutionnaire. Là, je m'arrête un peu pour vous conseiller encore une fois le visionnage du film Land and Freedom de Kel Loach parce qu'il explique très bien ces caractères révolutionnaires des milices et ces conflits entre la révolution ou la réorganisation de l'armée. Pendant cette époque-là, en fait, dans laquelle l'État est remplacé par l'autogestion, on parle notamment de beaucoup de collectivisations qui sont mises en place, notamment des industries, des usines, mais aussi des terres à cultiver. Et Barcelone, par exemple, sera un des endroits les plus, on peut dire, où les expériences révolutionnaires auront plus de parcours. Ok. Euh, le, En octobre de l'année 36, l'armée populaire de la République est en fait créée sous l'idée de réorganiser ses milices et de calmer un peu ses esprits révolutionnaires pour essayer de mettre les efforts à la guerre et puis discuter quelle révolution allait-on faire. Et cette attitude provoque en fait un rejet de ce qui se trouve
au milieu de la création d'une révolution. Donc, c'est la création de l'armée populaire va devenir un rejet, non? Va signifier un rejet de ceux qui sont plus révolutionnaires. En parlant de collectivisation, par exemple, vous voyez ces décrets de la Generalitat de Catalunya qui assure ou qui garantit la capacité de collectiviser des usines, des industries, des terres cultivables, etc. Donc la Generalitat de Catalunya même, elle s'engage à ces éléments révolutionnaires d'autogestion, pas parce qu'elle est devenue un élément révolutionnaire tout d'un coup, mais parce que c'est la manière aussi de donner du pouvoir à un peuple qui est armé, qui doit résister, continuer la résistance contre les fascismes, contre les attaques des soulevés. Et à Barcelone, on voit plusieurs exemples. Industria gastronomica collectivizada, c'est-à-dire un restaurant qui a été collectivisé le premier mois de la résistance du coup d'État, donc le premier mois de juillet, août, septembre 36. Filaturas Fabricot, c'est une usine très grande de Sant Andreu à Barcelone, qui a été aussi collectivisée. En mai de l'année 37, un conflit, la guerre dans la guerre, où ces projets des républicains, des socialistes, des communistes d'organiser un État fort et centralisé pour assurer la victoire dans la guerre est confronté à une autre idée, l'idée qu'on vient de parler, des anarchistes ou des communistes libertaires, du POUM, ce qu'on appellera les trotskistes, de continuer la révolution sociale pour gagner la guerre et transformer la vie quotidienne. Okay? La seule manière de gagner la guerre, c'est la révolution sociale. Pour les autres, c'est d'organiser un État fort, centralisé, qui soit capable de mobiliser une armée rationalisée et donc qui puisse faire face aux soulevés. Finalement, ceux qui vont gagner sont les républicains socialistes et communistes, ce qui va déclencher une forme aussi de répression de toutes les formes révolutionnaires qui sont contraires à la réorganisation de l'armée et on peut dire, à mettre en stand-by la révolution sociale. Côté insurgé. Les côtés insurgés s'organisent autour d'une idée, c'est celle de la construction d'un État totalitaire, fasciste, bien aidé par ses collaborateurs européens, les Italiens et les Allemands. Qui soutient, à gauche vous voyez, qui soutient les côtés insurgés, notamment des militaires, les classes aisées, et aussi les conservateurs, les catholiques traditionnels, les opposants au régime, républicains et aux réformes. Ils voient une opportunité dans la prise de pouvoir des insurgés. Au fur et à mesure que l'armée soulevée, les insurgés, prenaient le contrôle des territoires, et ils prenaient des décisions, ils prenaient des mesures qu'il faut savoir parce qu'ils illustrent déjà ce qui va venir après. C'est-à-dire, le parti politique était interdit, la constitution et la réforme agraire suspendues, et donc déjà, on va mettre les bases d'un État totalitaire, d'une dictature, au fur et à mesure que l'armée insurgée conquit des différents territoires en Espagne. Franco va renforcer progressivement son autorité. Il n'était pas le chef d'abord, Francisco Franco, mais les deux supérieurs qui étaient à la tête, d'abord Sanjurjo et puis Emilio Mola, vont mourir les deux en des accidents d'avion, des accidents différents, l'un en juillet 36 et l'autre en juillet 37, je pense juillet, je me rappelle plus, bon, en juillet 37. Ce qui va laisser la place pour Francisco Franco de prendre le contrôle et la direction du soulèvement et donc du coup d'État et de la dictature qui viendra après. Hitler et Mussolini, bien évidemment, vont reconnaître la figure d'autorité de Franco et le 1er octobre de l'année 36, le même mois que la République essayait de réorganiser l'Ejército Popular de la República, il a été proclamé par lui-même et ses partisans chef de l'État,
chef de l'État du côté de l'État contrôlé par lui, et generalissimo. Ok, non général, sinon generalissimo. C'est à partir de ces moments-là que, on peut lire ici à droite, les insurgés, les côtés soulevés, va s'unifier autour de la figure de Franco. Donc à partir de l'octobre de l'année 36, Franco va devenir de plus en plus le vrai dictateur qu'il va devenir dans le futur. En avril de l'année 37, il va par exemple, un mouvement très, très intéressant de savoir, il va signer un décret d'unification des mouvements politiques. Ok, il va donc créer un seul mouvement, ce qu'on appellera le movimiento après, pour lequel il a fait unifier la Falange Española, le Parti tradicionalista, les carlistes, et las juntas ofensivas nacional sindicalistas, a las JONS. Ok, donc on appellera le FET de las JONS, la Falange Espagnole traditionnaliste des gens et de las JONS, qui sera le seul mouvement politique permis dans les territoires de Franco. Il a ajouté, il a fait une sorte de collage, de mélange de tous les mouvements qui l'ont soutenu, et il a créé un seul mouvement qu'il va diriger, bien évidemment. Euh, quelques mois plus tard, il sera proclamé chef du gouvernement du côté insurgé, et il sera finalement, dans ces mêmes moments, étant donné qu'il est le chef de l'État, le generalissimo et le chef du gouvernement, il sera appelé caudillo d'Espagne. Caudillo, on peut le traduire par Führer ou Duce en italien. Ok. Donc Franco prend son pouvoir. Et quelle sera l'idéologie? Bon, d'abord, on parle d'un régime de forte inspiration fasciste, bien évidemment, un conservatisme social et économique très important, et on peut le voir dans les premières mesures qui sont prises dans les territoires conquis et contrôlés par l'armée franquiste. On parle donc d'un centralisme, la centralisation du pouvoir, la confessionnalité. L'Espagne elle est en train de faire, non l'Espagne, mais les côtés soulevés, rappelez-vous de cette affiche, elle est en train de développer une croisade contre les ennemis du pays, de la patrie. Donc la confessionnalité, elle est très importante, la suppression du mariage civil et du divorce, non, des lois restrictives, des lois conservatrices. Il va créer aussi, pour essayer de rassembler les soutiens des ouvrières dans les territoires qu'il va conquérir petit à petit, le Foro del Trabajo, okay? Une idée très corporativiste de l'organisation sociale, c'est-à-dire on va essayer d'éloigner la force, l'influence des syndicats, des partis ouvrières, de tous ces gens qui se sentent un peu isolés de la vie publique et politique à cause de son caractère socio-économique. Okay. Le Foro del Trabajo, c'est intéressant, on en parlera quand on parle du franquisme, mais voilà les premières mesures qui ont été mises en place au fur et à mesure que le territoire était conquis. Des images illustratives. 19 mai 1939, desfile de la Victoria, Franco, 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 vous voyez, l'aigle impérial aussi, avec Joe y las flechas, et Victoria, bon, cette image, elle est très intéressante parce qu'elle nous explique non, la création d'un personnage autoritaire qui ressemble en lui tous les pouvoirs ou qui concentre en lui, mieux dit, tous les pouvoirs et qui est reconnu par son autorité et son pouvoir militaire, moral et idéologique. El Valle de los Caídos sera non, très, très, très à la une, mais une construction, une grande construction pour faire hommage, rendre hommage à tous les morts du côté insurgé, bien évidemment. Qui sera aussi jusqu'à ça fait pas longtemps la tombe du dictateur. Déjà dans la guerre, seulement comme anecdote, on le récupérera plus tard ça, mais l'Espagne va participer de la Deuxième Guerre mondiale avec un petit bataillon, la Division Azul, qui entre les années 41 et 43 se battra au front oriental contre le soviétique. Et voilà. Jusqu'ici, je sais que c'est vite, mais on peut le réviser dans les vidéoconférences. Ok, à tout à l'heure.